nous allons faire un petit essai de clarification. Qu'est-ce que le matrimoine? Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qu'une fille ou une femme a légués de sa mère et qui est exclusivement destiné à l'usage féminin. Ça veut dire quoi? Je suis fille, j'ai légué ce pupitre de ma maman. C'est ma maman qui me l'a donné. C'est uniquement destiné pour l'utilisation féminine. J'ai le devoir de le transmettre aux générations futures. Quelle est la différence entre ce mot et le mot patrimoine et comment le mot matrimoine a été supprimé pour donner place au mot patrimoine? Il faut dire que la langue française est une langue qui prive la masculinisation. Le concept du matrimoine a été supprimé pour donner place à l'adjectif matrimonial, qui veut traduire désormais notre situation de couple. On parlera de ta situation matrimoniale, marié, célibataire ou divorcé. Le patrimoine a donc pris corps évoluant depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que donc la patrimonialisation? La patrimonialisation est une méthodologie qui consiste à sensibiliser et impliquer les ayants droit d'un trésor sur les atouts de ce dernier pour leur développement personnel et pour la prospérité de leur localité et par extension pour la prospérité de leur nation. Mieux, la patrimonialisation est un processus qui permet de définir les critères par lesquels on désigne un bien ou une valeur en patrimoine et les actions pour sa valorisation. C'est donc dit qu'avant la patrimonialisation, il n'y a pas de patrimoine. Je considère que cette table est mon héritage, je l'ai légué de mon ancêtre, mais cela représente pour moi un bien, parce que c'est du local. Il faut donc la patrimonialisation pour passer du local au global, de l'intérêt personnel pour l'intérêt communautaire. Par mémoire endogène, on désigne la capacité des détenteurs de connaissances traditionnelles à retenir, conserver et se rappeler de nombreuses informations antérieures. La mémoire endogène ne se limite pas uniquement aux connaissances et savoir-faire traditionnels. Nous avons les places et placettes Vodou, qui sont des lieux de mémoire plus qu'ils rappellent les faits, selon Amadouji. Par ailleurs, on peut comprendre par milieu rond les lieux intimement sacrés, les couvents, les lieux de culte. Nous sommes ici dans un lieu sacré, un couvent. En termes plus simples, pour comprendre mon sujet, je vous donne cet exemple, l'exemple du président. Avant que le président n'installe toutes ces divinités, ne mette en patrimoine toutes ces divinités, il a eu d'abord en premier lieu à faire un travail d'identification. Il a identifié ces divinités en fonction de la thématique du mausolée, recensé ces divinités, aller échanger avec les détenteurs, parce qu'il n'est pas adepte de toutes les divinités. Il est adepte de la divinité Sakwata, de la divinité Revioso, qui est sa divinité clanique, mais il n'est pas adepte de toutes les divinités. Donc il y a eu d'abord en premier un travail de prise de contact, d'échange avec les communautés locales pour la documentation et pour avoir d'abord leur quitus. Parce que vous ne pouvez pas dire que la patrimonialisation n'est pas l'arrachement, mais la patrimonialisation est un processus consensuel. Vous décidez de mettre en patrimoine mon bien sur mon consensus à base de mon quitus. Et c'est ce qui vous permet d'avoir la documentation, parce que vous ne pouvez pas avoir toute la documentation sur mon patrimoine, sur Google. Je suis là. Et moi, avec moi, on doit convenir de ce qui sera dit sur le patrimoine. Je parle là de la documentation touristique. Que comprendre par conservateur moderne? Les conservateurs modernes, en termes plus simples, ce sont les jeunes qui ont été à une école de conservation. Vous savez, pendant longtemps, nos aïeux ont conservé des trônes, des objets rituels pendant des centenaires, sans pour autant savoir à quelle température on peut conserver le bois, à quelle température on peut conserver les verres, est-ce qu'il faut porter de gants pour manipuler tel objet, tel objet. Nos ancêtres ne savaient pas ça. Pourtant, ils avaient conservé, ils conservent mieux que nous qui avions fait une école de conservation. Conservateur moderne, c'est quelqu'un qui a suivi un cycle de formation dans une école coloniale. Mais il faut retenir qu'au vu de l'évolution de la science, leur connaissance en matière de conservation du patrimoine est purement différente
de la connaissance de nos aïeux, comme je l'ai rappelé. Nos aïeux, eux, qui réussissaient à conserver des objets de valeur, qui réussissaient à conserver la mémoire durant des siècles. Quand j'étais au collège, j'habitais une maison qui est entourée de la brousse. Je vivais dans une construction en terre battue. Ma grand-maman faisait souvent quelque chose. Elle mettait du yaouré avec certaines composantes et passait autour des murs. Par curiosité, je la demandais, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, c'est pour lutter contre les reptiles. Quand vous passez ça autour des murs, c'est que le serpent ne peut pas traverser votre mur pour aller dans votre chambre. Vous voyez cette technique plus simple, moins coûteuse. Cette technique, elle est plus simple, moins coûteuse. Mais nous, aujourd'hui, en tant que conservateurs modernes, on va dire qu'on ne peut pas la faire. Bon, c'est pas joli, ça ne donne pas de l'esthétique. Or, ce que nous avons appris, les techniques que nous avons apprises, démontrent leurs limites en matière de conservation aujourd'hui. Peut-on dire que nos aïeux n'ont pas été à l'école, ou bien ne faudrait-il pas préciser l'école coloniale ou post-coloniale? De même que les temples étaient les écoles et universités dans l'Antiquité égyptienne, les monastères en Europe, en Afrique, les couvents étaient nos écoles et nos universités. Pour rappeler quoi? Bien avant l'école coloniale, l'Afrique avait une école. L'Afrique avait une écriture, l'écriture du Fa, le code de vie du primitif. Nous avons une école qui est l'école cultuelle, le couvent. Tous apprenaient au couvent avant que vous ne soyez adepte, prêtre d'une divinité ou d'une autre. Il faut nécessairement passer par le couvent, faire des jours au couvent. Comment se passe en termes plus simples le processus de la patrimonialisation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut nécessairement passer par l'identification, le recensement, la documentation. À ce niveau, il y a 3 types de documentation que nous pouvons faire du patrimoine. Et parmi les 3 types, nous ne pouvons que vendre 2 ou une documentation. Dans cette documentation, nous avons en premier lieu la documentation scientifique. La documentation scientifique se veut d'être le brevet de l'inventeur, le brevet du détenteur. C'est là que le détenteur vous explique les composantes de son bien. Comment il a réussi, ou bien comment cette divinité, cet hôtel, ce bassin est composé. Mais dans le tourisme, nous ne devons pas dire ça. Parce que bien que la composition ait des côtés spirituels, quand vous dites ça dans le tourisme, il y a des enjeux de profanation. La documentation scientifique ne met pas en valeur l'apparence physique ou la beauté d'un patrimoine, mais plutôt elle rapporte à la connaissance des chercheurs les dimensions exactes dont la somme en énergie apporte ou apportait des résolutions géosociales, géostratégiques ou géocivilisationnelles assez bénéficiaires et par extension aux futurs visiteurs. C'est en quelque sorte la clé ou l'âme d'un héritage. Ce ne sont donc pas, comme je l'ai dit, des valeurs à exposer forcément aux visiteurs étrangers sous prétexte que la documentation scientifique se veut être le brevet de l'inventeur. Par ailleurs, la documentation touristique est ce que nous devons vendre. C'est le récit que nous faisons du bien, le récit attractif. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce pupitre et que cela soit vendable, que cela attire des touristes? C'est ce que nous mettons dans la documentation historique. Par contre, c'est ce que nous mettons dans la documentation touristique. Par contre, la documentation historique part des fouilles archéologiques aux recherches des historiens. Elle relate de manière chronologique l'étape, la genèse du bien.